Rebonjour à tous et bonjour à tous les participants de cette table en direct du stand Agri-Demain, Eurotoc et TSE. Et donc après avoir regardé sous nos pieds ce matin, puis dans la première table, la santé des sols, là nous allons lever la tête puisque nous allons parler d'agrivoltaïsme et vous avez au-dessus de vos têtes une des particularités, un des outils de l'agrivoltaïsme qu'on appelle la canopée. Donc le sujet, c'est quel projet agrivoltaïque pour soutenir l'agriculture française. Un beau thème. Donc je vais demander d'abord aux participants de se présenter, eux-mêmes et leur structure, et après on engagera le sujet de la table. Très bien, bonjour à tous, Arnaud Delesse, moi je suis agriculteur dans le département de Lyon, président de la Chambre d'agriculture de Lyon et membre du bureau de Chambre d'agriculture France où je suis également, entre autres, je dirais, le dossier énergie. Alors Christian Dagneau, je suis agriculteur en Charente, agriculteur passionné, ambassadeur aussi Agri-Demain et voilà donc futur producteur d'énergie avec TSE, donc dans un projet qui devrait naître à peu près dans un an. Voilà. Bonjour à tous, Olivier Dauger, je suis agriculteur dans le département de l'Aisne, au nord de Paris. Je suis responsable des sujets climat, énergie, carbone pour la FNSEA. Et à ce cadre, je suis coprésident de France Agrivoltaïsme, donc qui est une association qui réunit l'énergie et les agriculteurs pour un développement harmonieux, je dirais, de la filière. Très beau département, l'Aisne. C'est vrai, méconnu, mais très beau. Ah, pardon. Mais moins beau que le Loiret. Maxime Buizard, jeune agriculteur dans le Loiret, à côté de Pithiviers. Agriculture du fonds d'installation dans mon département et dans ma région et membre du bureau de jeunes agriculteurs en charge notamment du foncier et des énergies renouvelables. Et on a Éric Bonnefoy qui nous a rejoint. Oui, bonjour à tous. Donc Éric Bonnefoy, je viens du département du Doubs, région Bourgogne-Franche-Comté. Je suis élu administrateur national au Céréalier de France, donc plus particulièrement AGPM, producteur de maïs, et ambassadeur intercéréales. Et j'ai un projet donc en agrivoltaïsme, ombrière, grande culture. Julien Dive, député de l'Aisne, va nous rejoindre. Mathieu. Bonjour à tous, Mathieu Debonnet, je suis le président de TSE, une société spécialisée en production énergétique, notamment agrivoltaïque, et je suis également administrateur de France Agrivoltaïsme avec Olivier. Bonjour, David Topiac, député du département du Gers. Très bien. Bien, c'est une table très masculine, on ne peut pas dire le contraire, bon, c'est comme ça. Mais quand même, on est content de vous avoir autour de la table. Vous savez, ici, bien sûr, c'est le débat, donc la thématique va être traitée, mais c'est aussi la table d'hôtes. Et donc, pour vous accueillir, on a des ambassadeurs Agri-Demain qui ont amené des bons produits et des chefs qui nous les ont transformés. Et on va vous dire ce que vous allez déjeuner à table. C'est Philippe qui nous dit ça. Bonjour à tous. Alors, en entrée, vous allez pouvoir déguster une brochette de légumes navets, courgettes, navets, butternut, patates douces et, je sais plus, carottes, avec un fromage frais parfumé au citron vert, à la coriandre et à fleur de sel. Voilà. À suivre, vous pourrez déguster des pommes de terre saladaises que Louise nous a réalisées, asservies avec un émincé de volaille dont le jus a été réalisé avec les parures de légumes et les carcasses de la volaille qu'on a désossées pour la préparation. Voilà, une bonne dégustation. Merci beaucoup. Bien. Alors, le thème aujourd'hui, je vous l'ai dit, donc c'est quand même la capacité des projets agrivoltaïques à soutenir l'agriculture française. Bon, le contexte de l'agrivoltaïsme, certains le connaissent, mais je vais le rappeler rapidement. C'est vraiment le sujet dont on parle dans les campagnes. Dans la plaine, depuis plusieurs années, la filière est en train de se structurer, même si elle est émergente. C'est je dirais, une filière qui associe bien sûr la production agricole, la production d'énergie, et où l'activité agricole, de notre point de vue, doit rester prioritaire, et je pense que TSE partage. Il y a bien sûr des points très positifs, vous allez les souligner, la protection climatique, le bien-être animal, un complément de revenus, l'énergie locale aussi, elle peut être donc mise en avant dans l'énergie locale. Il y a quelques points qui suscitent des interrogations, c'est l'intégration paysagère, c'est le maintien de la biodiversité. On abordera tous ces sujets. Bon, ce qui a changé depuis la dernière fois où nous avons parlé de ce thème, c'est qu'on a désormais un corpus législatif
puisqu'il y a eu un décret et des arrêtés ministériels du printemps 2024. Donc on a déjà une base pour travailler et pour avancer. Donc Mathieu, en tant que président de TSE, je vais te demander de recontextualiser, d'approfondir ce que je viens de dire là. Mais ce qui m'intéressait, c'est de voir, comme tu es président fondateur de TSE, qui est un des acteurs importants, notamment votre outil phare, c'est la canopée, c'était de voir si ta vision, quand vous avez créé TSE, elle s'est modifiée au fil des ans pour arriver aujourd'hui sur la vision du PV. Quelle est justement, qu'est-ce qu'elle porte pour l'agriculture française? Alors la vision de TSE, donc TSE c'est un acteur de l'énergie solaire avant toute chose. La vision de TSE c'est d'accélérer le mouvement de souveraineté énergétique français et européen. Et on est dans un moment où on a une opportunité historique, c'est que le premier point c'est l'énergie solaire. Aujourd'hui c'est l'énergie la plus compétitive de toutes les énergies. C'est plus compétitif que les énergies fossiles, d'où qu'elles proviennent. Et cette opportunité historique, on peut la créer en fait au cœur de nos territoires. Et au cœur de nos territoires, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des agriculteurs. Et si je peux revenir sur ce moment historique, parce qu'on a de l'autre côté de l'Atlantique un président, je ne dis pas va-t-en-guerre, mais extrêmement motivé pour la grandeur de son pays. Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il est arrivé au pouvoir? Il a dit drill, drill, drill. On va creuser des puits de pétrole et des puits de gaz absolument partout, y compris en Alaska. Ben moi, ce que j'ai envie de lui répondre, c'est que nous, comme on n'a pas de pétrole et de gaz, par contre, on a des agriculteurs, on a 29 millions d'hectares agricoles. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dig. On va planter des pieux, raisonnablement, bien évidemment, pour poser des panneaux solaires, pour produire l'énergie la moins chère, celle qui ira à nos industriels de demain, celle qui ira à nos data centers de demain, celle qui ira à toutes les entreprises au cœur des différents territoires qui créent de l'emploi, qui créent de la valeur. Donc, et cette opportunité en France, on peut le faire. Pourquoi? Parce que, on a 29 millions d'hectares agricoles et qu'il faut en prendre au maximum 1%, sur lequel on va continuer à produire de l'alimentation, qu'on a un réseau électrique en France qui est sans doute l'un des meilleurs en Europe. Donc on a absolument tout pour réussir ce défi historique en France et au cœur de l'Europe. Et le dernier point, parce que tu l'as dit Gilles, on a un cadre réglementaire aujourd'hui qui est extrêmement bien conçu, y compris dans ses décrets d'application, dans ses instructions ministérielles. Et ce cadre réglementaire, il a été élaboré, je dirais, en harmonie avec le monde agricole, avec les énergéticiens et avec les différents ministères, qui soient celui de l'environnement, celui de l'énergie. Donc tout est là pour réussir. On est encore un petit peu forcément dans des craintes parce que c'est nouveau, mais il y a de part et d'autre des acteurs qui sont prêts à discuter et qui sont prêts à construire, à développer cette énergie décarbonée, ultra compétitive au cœur de nos territoires. Donc tout est là pour réussir ce défi absolument historique. Tous les partenaires sont là et je pense qu'on va le réussir grandement tous ensemble. Très bien, merci. Alors, pour confirmer ou étayer ce que tu dis, on va demander à un acteur du terrain aussi, Christian Dagneau, qui est président. Et je remercie Christian d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a 3 ans, c'est toi qui étais venu avec Mathieu donc, pour me présenter TSE. Et bon, ben voilà, l'histoire la vie continue. Et donc, on a eu 3 ans plus tard TSE qui est sur le stand avec AgriDemain. Donc, Christian, tu es président de Chambre d'agriculture sortant. Tu es agriculteur aussi en Charente. Donc mais tu as quand même une double vision. Puisqu'en tant que président de Chambre d'agriculture, dans le corpus, il y a un rôle joué par les chambres. C'est justement de voir défiler un certain nombre de projets. Dans la Charente, tu as dû en voir des petits, des gros, des différents. Bon, c'est ce regard-là qui m'intéresse. Et puis, en tant qu'agriculteur, tu as également un projet qui va, je crois, démarrer incessamment sous peu. Donc justement, toi, comment, en tant qu'acteur, déjà, pourquoi tu t'y es mis à titre personnel? Et qu'est-ce qui t'a motivé pour lancer, je crois que c'est une canopée. Et puis deuxièmement, ce que tu as vu sur l'ensemble des projets départementaux, quelle est ta vision? Est-ce qu'elle est optimiste pour les années à venir? Merci Gilles. Tu veux répondre à laquelle en premier? Par rapport à mon poste sortant peut-être? Allez. Voilà, donc en fait...
Je parlerai de moi après, mais en tout cas, l'approche a toujours été collective, c'est-à-dire on a un certain nombre d'enjeux à répondre et quand on est responsable professionnel, on doit se poser les bonnes questions. Donc dès 2020, sur notre département, avec la Chambre, la FNSEA et les JA, nous avions construit une charte pour délimiter justement l'agrivoltaïsme. Donc ça fait déjà un certain nombre d'années, ça fait 4 ans. Donc on avait été un des premiers départements à le faire, et justement pour définir ce que c'est qu'un vrai projet. Après, ça a été fait au niveau régional, au niveau national. Et puis maintenant, il y a le décret. Mais on est assez satisfait de voir quand même que pratiquement 90% de ce qu'on avait écrit à l'époque a été repris dans le décret et dans la loi. Donc ça, c'est plutôt une belle satisfaction. Ça veut dire qu'on a bien travaillé. Et pendant toutes ces années, on a reçu un certain nombre de porteurs de projets et qui arrivaient avec des projets plus ou moins bien faits. Mais il y en avait aussi quand même beaucoup de mauvais. Voilà. Donc notre rôle en tant qu'élu, c'était de conseiller les porteurs de projets, savoir s'il y avait un vrai projet agricole, tu l'as dit tout à l'heure. La base, c'est qu'il y a un vrai projet agricole au départ, et c'est l'apporteur énergéticien qui doit s'adapter au projet agricole, pas l'inverse, c'est souvent ce qu'on a vu jusque-là, mais là on est en train d'évoluer dans le bon sens. Donc notre rôle, c'était de dire non à des mauvais projets, et puis de donner des lignes de conduite pour que les projets moyens deviennent meilleurs. Voilà. Et parmi les entreprises qu'on a reçues, c'est vrai que TSE fait partie, c'est pas pour en faire de la publicité, mais des entreprises qui avaient une approche un peu différente, c'est-à-dire une approche très, très proche de la nôtre, donc avec un vrai projet agricole dessous. Alors sur les projets dans les départements, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu en retires? Alors, au début, on a vu des projets assez grands qui ont diminué du jour où on a publié une charte avec une surface définie, donc tous les projets sont passés en dessous. Déjà, voilà, donc ça veut dire même si c'est une charte, elle n'a aucune valeur juridique, mais en tout cas, tout le monde s'est mis, voilà, tout le monde téléchargeait la charte. Et beaucoup d'entreprises sont venues nous voir en Charente parce que justement, on avait une vision assez large des choses et on expliquait bien les choses. Voilà. Et après, on a vu de tout, on a vu des projets pour les grandes cultures, on a vu beaucoup de projets d'élevage. Voilà, on est en zone intermédiaire. Donc ça aussi, c'est important, c'est d'être dans ce zone-là où on a un problème économique de rentabilité sur une exploitation. C'était assez facile d'aller voir des agriculteurs, souvent des propriétaires d'ailleurs, plutôt que des agriculteurs, pour leur proposer un projet, pour voilà, un loyer, pour dire voilà, maintenant tu vas trouver du revenu. Et donc nous, ça a été difficile, mais nous en tant qu'élus, on a dit non, on ne veut pas ça. On veut des vrais projets d'agrivoltaïsme où on encourage la production. Donc on était assez contre au départ, mais en tout cas, si notamment il y a des jeunes qui arrivent, on y sera favorable. Voilà, parce que l'aspect transmission des exploitations dans ces zones-là est un souci, parce qu'on a vraiment un problème économique. Et pour faire le lien avec ce qui s'est passé aux élections chambres, moi j'ai perdu dans mon département. C'est un département où on a fait un très bon travail. Malgré tout, on a perdu, mais en tout cas, il ne faut pas se tromper sur la raison. C'est vraiment un problème économique sur les exploitations. On a un problème de compétitivité depuis un certain nombre d'années. Et à la crise conjoncturelle qu'on a subie tous en 2024 sur tout l'ensemble du département, nous, on a une crise structurelle qui dure depuis très longtemps parce que notre capacité de production dans nos sols est inférieure de 20 à 25% à la moyenne nationale. Et j'ai amené mon profil culturel tout à l'heure pour vous faire voir à quoi ça ressemble la zone intermédiaire. Et c'est tout l'intérêt de ce projet qu'on a sur la ferme, de développer de l'agrivoltaïsme justement dans ces zones-là, où un des projets de l'agrivoltaïsme, c'est de protéger les aléas climatiques. Et moi, je suis très pressé de le mettre en place pour aller vérifier ce qui va se passer. Justement, ton projet, pour incarner un petit peu le dossier, qu'est-ce que ça va être concrètement? C'est un projet sur de la production végétale? Oui. Sur des animaux? Sur production Alors végétale? déjà, tout projet agricole commence par le végétal. Là où il n'y a pas de végétal, il n'y a pas d'animal. Il n'y a pas de biodiversité. Voilà, donc le végétal, c'est la base. Oui. Donc on va faire du végétal, mais on peut aussi mettre de l'animal. Mais nous, notre projet, c'est 3 hectares. 3 hectares de canopée comme ça. Donc, dans lequel 5 mètres de hauteur. Voilà, donc on va pouvoir passer avec tous les engins qu'on a l'habitude d'utiliser pour travailler pour semer, pour récolter, etc. Et en parallèle, on aura 3 hectares qui sont dans la continuité, sans ombrière. Pour faire et notre objectif, expérimentation. Quand TSE est venu nous voir, et nous ça a été un peu... ils sont venus nous voir parce qu'on fait beaucoup d'expé déjà sur la ferme. Notre objectif, c'est d'apporter des solutions aux problèmes qu'on a sur les exploitations. Et donc on a dit OK pour y aller, mais on va faire un projet qui sera unique parce qu'on va multiplier l'expérimentation. Notre objectif, c'est vraiment de comparer
le comportement des espèces au sein de chaque espèce, les variétés, les itinéraires avec ombrière et sans ombrière. Et on aura aussi l'irrigation. Donc ça nous permettra en plus de mener des projets par rapport à l'utilisation de l'eau. Et comme je vous le dis, je vais vous le montrer ici. Donc je vais vous montrer un petit... Donc, juste pour l'ombrière, ça veut dire qu'en plus des panneaux, il y a de quoi récupérer l'eau. C'est ça? Non, 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 non. Non, c'est de pouvoir irriguer sous les... Alors là, c'est celui-là, pardon. Il existe des donc ça, projets comme ça, je vous ferai passer, c'est un profil cultural de zone intermédiaire. Donc vous voyez à peu près 15 cm de terre et dessous, c'est du dur, c'est du carrelage. Donc, voilà, comment voulez-vous que dans ces zones-là, on arrive à produire suffisamment? Est-ce que demain, on sera compétitif avec l'Ukraine s'ils rentrent en Europe? Ça va être compliqué. Donc il faudra apporter des solutions. Et avec ce site-là, on va vraiment gérer des différences. Voilà. Très bien. Alors, on a un autre président de chambre d'agriculture. On va continuer pour avoir peut-être un point de vue complémentaire. Donc, Arnaud, vous êtes président de la chambre de Lyon. Est-ce qu'on a cette même vision? Je crois que vous avez fait aussi une charte qui est un petit peu plus restrictive, il me semble, sur la taille des projets, sur le fait aussi d'avoir un versement obligatoire qui, je pense, repart dans un fonds. Quel est un petit peu l'objectif de cette charte et quelle est sa légalité aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, si elle est trop restrictive, de faire partir les acteurs comme TSE? Alors je vais répondre à toutes ces questions. Déjà, le contexte est le même que chez Christian, donc je ne vais pas reprendre. On est aussi en zone intermédiaire dans Lyon et on a eu une première charte, nous, en 2019, un peu avant vous. Hein. En 2019, on a fait une première charte sur ce qui était photovoltaïque au sol, avec une particularité, hein, c'est qu'il y avait une pression énorme de baisse de revenus, de perte de revenus, et une pression aussi sur des projets. Donc on a voulu très vite cadrer, et je pense qu'on a une spécificité, c'est que cette première charte, on l'a fait à l'unanimité des 4 syndicats et de la Chambre d'agriculture sur notre département. Donc il y avait un consensus global sur le département, et en plus on a emmené les services de l'État dans nos réflexions, parce que c'était nouveau pour nous, et on voulait que les réflexions qu'on ait soient aussi avec les services de l'État et les élus. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette charte? La première charte de 2019, après je viendrai à celle de 2024. Celle de 2019, c'était réservé sur les terres à faible potentiel, donc études pédologiques obligatoires, 10 hectares maximum par exploitant, avec un maximum de 50 hectares à l'époque qui avait été pris. C'était les grands titres, et le versement à un groupement financier agricole, un GUFA, voilà, pour aussi aider sur la compensation agricole pour que les agriculteurs qui étaient soit loin d'un poste de raccordement, soit ne pouvaient pas avoir de projet, pouvoir bénéficier à travers l'accompagnement de projets collectifs d'un fonds dédié sur le département. Donc on a travaillé ça en 2019 et en 2024 on a refait la même chose mais sur l'agrivoltaïsme en prenant à peu près les mêmes choses, toujours la zone à faible potentiel, on l'a gardé, et puis une notion de 10 MW par projet, par exploitant chez nous, avec possibilité d'avoir du commun. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Toujours cette notion de partage de la valeur, et je sais que c'est un dossier sur lequel on travaille pour savoir comment est-ce qu'on partage de la valeur, et en fonction des projets, on n'a pas les mêmes valeurs non plus qui sont résiduelles. Alors vous êtes aussi référent à PCA de la Chambre. Est-ce que c'est la position de la PCA Au niveau de Chambre d'agriculture France, on a pris une doctrine ou un positionnement professionnel il y a un an. Le but, c'était de cadrer les choses en se disant il faut saisir l'opportunité de pouvoir faire d'agrivoltaïsme dans nos territoires, du vrai agrivoltaïsme, pas d'agrivoltaïsme alibi, du vrai agrivoltaïsme, rapporter des enjeux. Mais par contre, et ça c'est ce qui est très important, et c'est là qu'on a des fois un petit décalage avec le projet de loi, nous on pense qu'en fonction des territoires, il n'y a pas la même acceptabilité ou la même volonté, que ce soit des élus, que ce soit des agriculteurs, de vouloir développer ça. On n'est pas dans le même cadre que la Bretagne. Et donc, Chambre d'agriculture avait un document général qui demandait à être décliné. Et donc, on l'a décliné au niveau de chaque département. Je n'ai pas la carte sous les yeux, mais ça se développe avec des chartes qui prennent le contexte local. Encore une fois, le but est que tous les acteurs soient autour de la table et définissent ensemble de ce qu'on veut faire demain au niveau de l'énergie, et en gardant en permanence la notion de production agricole. Très bien, on est sur les points de vue de la profession, donc je vais continuer. Peut-être Olivier Dauger pour la FNSEA, est-ce que vous êtes sur cette même approche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui distingue un petit peu votre position de ce qui a été dit, et quelles sont les particularités un petit peu que vous défendez? Non, on est sur la même approche, qui est l'approche à l'origine de la loi d'accélération. C'est la profession qui a été à l'origine de la mise en place de l'agrivoltaïsme dans la loi d'accélération énergétique. Elle n'était pas dans la première version de la loi. Les sénateurs ont fait avec notre soutien, une PPL sur le sujet, ce qui a permis d'intégrer, je dirais, la PPL du Sénat dans la loi. Mais cette idée de dire il nous faudra de la production photovoltaïque, oui,
mais on aura besoin d'aller un petit peu vers les terres de production agricole. Ça nécessitait pour nous véritablement une réflexion par rapport à la situation actuelle et surtout la volonté de garder la partie alimentaire. C'est essentiel pour nous, c'est pas essentiel parce qu'on a besoin des terres, on a besoin d'alimentation et qu'il n'est pas question que les terres deviennent une production d'autres productions, sachant qu'on peut faire les deux. Et l'exemple de ce qu'on voit, comme en TSE et d'autres, c'est véritablement que c'est possible. Donc c'était l'idée première et de laisser au département, d'où le rôle très important des chambres, cette idée de charte départementale parce qu'on ne fera pas les mêmes surfaces suivant les départements, le soleil, les cultures ou ce genre de choses. Donc il y a aussi une adaptation à la réalité du terrain. Donc avoir un cadre national trop strict, ça ne peut pas marcher en termes d'agrivoltaïsme. Mais le corpus réglementaire tel qu'il existe, il vous convient? Oui, bon. Tel qu'il existe, il convient. Le décret a bien respecté la loi. La note d'instruction a bien respecté le décret. Elle vient de sortir. Maintenant, il y a peu de projets agrivoltaïques qui existent concrètement aujourd'hui. Les projets qu'on voit encore sortir de terre, qui sont souvent des projets d'avant la loi, ce qui crée le trouble sur le terrain, parce que les gens disent « Ah, c'est bizarre, il y a eu telle autorisation, comment ça se fait? Ils ont dérapé ». Non, ils n'ont pas dérapé, c'était avant la loi, elle n'était pas rétroactive. Voilà, c'est à partir de maintenant, et surtout voilà, de mettre en place que les projets soient bien ficelés et qu'ensuite il y ait les retours d'informations, les contrôles éventuellement et si nécessaire des sanctions s'il y a des gens qui veulent passer à côté de la loi. Il y a tous les éléments dans la loi, il y a tous les éléments dans le décret, la note d'instruction, donc appliquons bien la loi et ça permettra à la filière, il faut aussi donner à la filière un peu un cap et un rythme régulier pour qu'elle arrive. C'est de la nouvelle technologie, donc il ne faut pas des cassures permanentes, ça ne risque de freiner la filière. Merci. Alors les jeunes, les JA, ils sont concernés aussi peut-être différemment parce qu'un projet, quand on monte un projet comme soit une canopée ou un autre, c'est pour 20 ans, j'imagine, minimum. En tout cas, un certain nombre d'années. Donc les aspects de transmission, on en a parlé tout à l'heure. Donc vous avez peut-être des éléments particuliers que vous souhaitez mettre en avant. Nous, notre premier sujet... au moment du discussion, on commençait en fin de compte avec la loi climat résilience. Les discussions ont commencé il y a maintenant 5 ans. C'était de ne pas faire de l'artificialisation masquée avec des projets énergétiques. Et pour le coup, je partage totalement ce qui a été dit par l'ensemble des acteurs. C'est que maintenant que la loi APER est passée, que le décret d'application est passé, que la note d'instruction est passée, le cadre légal est défini, on a... un mode de fonctionnement qui a été défini, il faut y aller. Pour le coup, autant les jeunes agriculteurs ont été particulièrement vigilants à la définition de l'agrivoltaïsme, autant maintenant que les choses sont posées, il ne doit plus y avoir de frein à la mise en œuvre de projets agricoles avec une production énergétique dans les territoires. Globalement, on partage ce qui a été dit par les acteurs, à savoir qu'il faut laisser la possibilité à chaque département d'être plus restrictif que ce cadre national. Soit en fonction des productions, parce que je pense qu'on ne considère pas de la même manière des productions pérennes du pâturage et des grandes cultures, que chacun a une approche différente dans les territoires, que les potentiels de production ne sont pas les mêmes. Moi, je suis issu d'un département loirais, on a aussi fait une charte en 2019 basée sur une potentiel agronomique des terres, en disant globalement c'est un petit peu contre-productif que les terres à plus haut potentiel aient des installations agrivoltaïques, dans le sens où ces terres-là sont limitées par la photosynthèse et pas par d'autres éléments. Quand on est dans Lyon ou dans d'autres zones intermédiaires, pour le coup, le facteur limitant, c'est pas la photosynthèse. C'est la réserve utile, c'est la capacité des sols à nourrir la plante. Et donc, installer une couverture de 20, 30, parfois un peu plus des sols, c'est pas ça le facteur limitant. Donc, maintenant, notre message, c'est de dire, montons des projets, montons-les bien, organisons-nous, et ce n'est pas le cas pour le moment, pour faire remonter les bonnes et les mauvaises pratiques, de manière à ce que ce qui marche bien, on mette un coup d'accélérateur. Ce qui ne marche pas, on envisage de le faire soit dans d'autres territoires, soit de faire évoluer les technologies. Donc JA maintenant, et je pense que c'est un message important, est volontaire pour soutenir les projets, pour faire en sorte que les acteurs départementaux en CDPNAF, Chambre d'agriculture, les syndicats agricoles, les représentants des collectivités, soient aptes à préciser ce cadre national, mais à partir du moment où le cadre est là, il faut y aller. On a besoin de sortir de l'expérimentation, de sortir de zones témoins, on a besoin d'y aller. Et je le dis sincèrement, si nous, monde agricole, on n'est pas en capacité d'aller saisir cette opportunité et ces revenus-là, il y a d'autres acteurs qui vont le faire. Et que je préfère que l'argent lié à la production énergétique revienne aux agriculteurs et au monde rural, plutôt que de partir à d'autres intérêts économiques et à d'autres territoires. Très bien. Alors, messieurs les députés, vous êtes autour de la table, donc vous entendez, tout va bien, la filière se développe. Mathieu disait aussi que la filière était aussi en progression.
Donc vous êtes là pour conforter le sujet. Mais j'ai cru comprendre quand même que vous avez des choses à dire et que vous voulez aussi, il y a une PPL qui traîne aussi, donc pourquoi? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il faut encore revenir sur la loi? On va commencer par le Gers. David Topiac, donc vous êtes très actif sur le sujet avec Julien Diff. Pourquoi est-ce qu'il faut aller plus loin que la loi alors que tous les acteurs vous ont dit que les choses se présentaient plutôt bien? Disons, revenir sur la loi, c'est aussi réguler le déploiement de l'agrivoltaïsme. Dans mon département, de manière un peu anarchique, c'est plus de 100 projets qui ont été déposés, qui pour certains datent d'avant la loi, mais qui avaient été mis un peu à stand-by par le DDT parce qu'effectivement on attendait la loi. Et je pense qu'on a besoin de réguler. Donc l'enjeu, c'est qu'on va revenir aux fondamentaux, c'est qu'on préserve l'agriculture et notre capacité de production et de capacité de nourrir la France. Donc on a besoin de garder le potentiel agricole, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est d'associer aussi les acteurs locaux, notamment les élus locaux. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de projets qui sont déposés où les maires sont mis devant le fait accompli, envoyer une réunion publique organisée au dernier moment. Et le troisième, c'est d'intégrer aussi la dimension commune, la dimension collective, c'est-à-dire d'une part l'agriculture au sens large et les autres agriculteurs, les chambres d'agriculture qu'il faut associer, mais d'un côté aussi les citoyens du territoire, parce que les enjeux paysagers, ils appartiennent à tout le monde, il faut qu'ils soient bien intégrés. Donc on considère qu'il faut un peu réguler, mais on considère que c'est une vraie opportunité pour les territoires ruraux, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture elle seule est en grande difficulté, et il ne faut pas que cette possibilité de produire de l'énergie photovoltaïque sur de l'agrivoltaïsme échappe à l'agriculture et soit récupérée seulement par des industriels ou des grands opérateurs. Il faut vraiment que le bénéficiaire ultime de l'agrivoltaïsme soit l'agriculture et l'agriculteur pour pérenniser notre agriculture sur les territoires ruraux. D'accord. Alors, dans ce beau département de l'Aisne, est-ce que c'est le même cas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a énormément de projets, il y a pléthore de projets et qu'il faut là aussi réguler? Moi, je viens d'un département comme Olivier qui a une terre très fertile dans la culture des éoliennes. On a vu pousser des éoliennes partout dans notre région des Hauts-de-France. J'ai rien contre, et ça pousse très bien, comme le dit Olivier. J'ai rien contre ça. C'est simplement ça. Ça échaude un peu. Ça échaude. Ça échaude beaucoup. Et il y a eu des manières de faire passées qui ont crispé la situation et qui ont fait monter des oppositions, parfois légitimes, sur le sujet. Donc, forcément, on a besoin de s'assurer que le cadre soit le plus pertinent possible. Pour éviter de se retrouver avec des projets, j'aime bien le terme que vous avez utilisé, alors je ne pense pas que dans l'Aisne on se confrontera à ça, c'est effectivement plus dans les zones intermédiaires qu'on risque de retrouver ça, mais j'aime bien le terme que vous avez utilisé de projet alibi. Parce qu'il y a effectivement des vrais projets d'agrivoltaïsme au-delà du bâtimentaire, avec des solutions que TSE peut proposer. Moi je l'avais découvert, le démonstrateur qui est d'ailleurs dans la région, dans la Somme, qui est très pertinent parce qu'il permet d'éviter justement une situation d'artificialisation qu'on pourrait imaginer avec des simples panneaux posés en terre avec 3 biquettes et 2 moutons. Ça, c'est du alibi. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Pour l'instant, je sais, mais bon, ça peut arriver. Donc le but, c'est d'éviter quand même ça. Parce qu'on ne peut pas, et c'est ma deuxième remarque, on ne peut pas être incohérent. D'un côté, lutter contre l'artificialisation des terres agricoles, mettre des dispositifs pour protéger les terres agricoles et permettre aux exploitations de se développer en étant même un peu plus cool, par exemple sur le ZAN, ce qu'on a fait dans la LOA pour le bâtimentaire agricole, je répète, agricole, et à contrario, faciliter, lâcher le lest sur le foncier. Donc c'est là où on doit avoir un point de vigilance, et c'est peut-être pour ça qu'on est amené à rediscuter. Et la troisième remarque, qui est un des écueils, je pense, ou un des angles morts de la loi APER, c'est le partage de la valeur. La question du partage de la valeur n'est pas traitée dans la loi APER. C'est évident qu'on doit aborder la question partage de la valeur entre énergéticiens, entre propriétaires agriculteurs, propriétaires du foncier agriculteurs bailleurs. Donc il y a différents rôles dans l'ensemble de la chaîne de valeur et il faut que chacun puisse y trouver son compte. Et ça, c'est un des sujets qui devra être traité pour la suite, pour le sujet de l'agrivoltaïsme. Bon, Mathieu, tu y répondras. On va peut-être demander dans le Doubs, qu'est-ce qui se passe dans le Doubs? Est-ce que ça se passe bien? Il y a des projets importants? Alors, on va parler du Doubs, mais on va parler aussi de la région BFC.
Bourgogne-Franche-Comté. Parce qu'en fait, il y a une chose importante qu'il faut signaler, c'est qu'en BFC, Bourgogne-Franche-Comté, donc on a une coopérative, une alliance de coopératives qui s'appelle l'Alliance BFC, qui regroupe la coopérative Bourgogne du Sud, la coopérative Dijon Céréales et la coopérative Terre Comtoise. Et TSE que je reviendrai aussi sur l'explication de TSE, comment on a commencé l'agrivoltaïsme finalement dans le monde agricole, mais c'est de dire qu'ils ont collaboré, ils coopèrent très bien dans nos zones intermédiaires, parce que sur les plateaux du Châtillonnais, dans les zones comme mes voisins, mes collègues qui sont handicapés par rapport à ces faibles réserves sur la terre qui est quand même vite séchante et tout. Donc il y a eu quand même, je le redis devant Mathieu Debonnet, mais c'est qu'il y a eu cet accord, cette bonne cohésion entre les coopératives. Donc les projets d'agrivoltaïsme, ils sont portés aussi par la coopération agricole. Mais je vais revenir au préalable sur le comment de l'agrivoltaïsme. Ça a été cité ici, mais je vais peut-être un peu... Je me suis présenté en tant qu'administrateur national de l'AGPM, donc l'Association Générale des Producteurs de Maïs Français, où finalement on avait réfléchi, et dans notre commission, qui regroupe l'AGPB aussi, les producteurs de blé et les producteurs de maïs, on est bien d'accord, on a une commission commune qui s'appelle la commission bioéconomie bioressources. Et quelles sont ces demandes? Les demandes, c'était justement de réfléchir à apporter de la valeur ajoutée sur, comme ça a été bien dit, la recherche de valeur ajoutée dans nos zones intermédiaires. Et là, on a discuté, et vous savez, nos rôles de communicants, à la fois sur le terrain et avec les parlementaires et tout. Et l'idée, elle a été de dire, on se met autour de la table, et comment on fait? Donc, on avait reçu donc, la société TSE, donc avec M. Burtin, des gens qui sont présents ici. Ça, c'est historique, hein, il y a plus de 4 ans, hein, ça va bientôt faire 5 ans. Et donc, on nous a posé la question, je reviens, j'insiste là-dessus, c'est pour dire que vraiment, TSE a été présent, a été à l'écoute de la profession, des grandes cultures, surtout au début, pour dire, on nous a posé la question, comment vous pensez qu'on va construire la canopée, hein, qui est au-dessus de notre tête, là, vos engins agricoles, ils font combien de largeur et tout. Donc, on était parti sur des bases par rapport aux appareils de traitement, il faut 30 mètres. La première, techniquement, c'est venu à 27 mètres. La hauteur, comme on a là au-dessus de nous, ben, on a dit une moissonneuse-batteuse, il faut qu'elle ait au moins 6 mètres pour passer. Donc c'est comme ça que finalement on a commencé l'idée de l'agrivoltaïsme. Et ensuite de ça, pour dire comment on voit dans le Doubs, alors moi je suis du département du Doubs, à cheval sur le Jura et le Doubs. Je félicite mon voisin jeune agriculteur qui a témoigné tout à l'heure. Parce qu'en fait, on n'a pas toujours les mêmes positions. La zone du Doubs, du Jura, c'est une zone de polyculture. Moi, je suis un des rares céréaliers. Et vous savez que vous avez le comté en Franche-Comté. Il paraît, oui. Et effectivement, la valeur ajoutée, elle est apportée par une production qui résonne dans le monde entier. Les contraintes économiques, les soucis économiques ne sont pas les mêmes qu'en grande culture dans les zones intermédiaires. Donc, c'est partagé les discussions. Mais malgré tout, on essaie d'encadrer, de réfléchir pour l'ensemble de la profession. Mais ça avance. En étant raisonnable, les projets ils vont avancer. Très bien. Mathieu, donc on voit par rapport à ce qui est évoqué qu'en fait, même malgré avec le cadre national, qu'il y a un besoin de décentralisation en quelque sorte. Comment vous allez vous adapter? Comment vous voyez ça chez TSE? Et puis ensuite, avec le rôle notamment des chambres, est-ce que vous êtes prêt à vous y adapter de toute façon? Et un peu, quelle est votre politique pour les années à venir là-dessus? La politique chez TSE, alors merci messieurs qui parlaient presque mieux de TSE que je ne peux en parler. La politique de TSE, c'est de comprendre d'abord les territoires parce qu'on ne cultive pas la même chose dans les Pyrénées-Orientales que dans la Somme. Ce ne sont pas les mêmes cultures, ce ne sont pas les mêmes climats, ce ne sont pas les mêmes questions ou risques sur l'évolution du climat et du réchauffement climatique. Ce ne sont pas les mêmes parcellaires, ce ne sont pas les mêmes problématiques d'intégration paysagère. Et donc tout revient finalement à ce qu'on ressent encore un peu du débat, y compris dans la question de partage de la valeur, c'est finalement la taille des projets.
on ne fera pas forcément des projets de 50. Alors chez TSE, on ne fait pas des méga projets, on fait plutôt des projets à taille humaine. Pourquoi? Parce que la taille du projet, je dirais à taille humaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10, 15 hectares sans doute. Ça veut dire un plus grand nombre de projets. Ça veut dire combien de au terme mégawatts? territoire. 10-15 hectares, ça fait un projet à peu près la moitié de puissance, donc ça fait un projet à peu près à 7 mégas. Donc je reviens sur cette histoire effectivement de plafonner. Alors, de plafonner. Il y a deux choses. La première chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'énergie, il y a deux bases. Une capacité de production et un prix. Si vous n'êtes pas au bon prix, vous ne vendez pas, si vous êtes à 2 centimes ou 2 euros au-dessus du prix du marché, vous ne vendez pas l'énergie. Vous ne vendez pas vos électrons. Donc, tout le modèle qu'on doit aujourd'hui construire et qui est en cours de co-construction entre les énergéticiens, le monde agricole et les pouvoirs publics, c'est la question centrale de la compétitivité de l'énergie solaire au cœur des territoires. Donc, et lorsqu'on va arriver à construire ce prix compétitif, est-ce qu'on peut encore derrière aller partager un peu de valeur? Alors avec les agriculteurs forcément, parce qu'on est installé sur la foncier, que ce soit le propriétaire ou que ce soit l'exploitant. Qu'est-ce qu'on amène en plus dans la protection des cultures? Qu'est-ce qu'on amène en plus dans la protection des élevages? Qu'est-ce qu'on amène en plus sur les questions, par exemple, d'optimisation d'irrigation, comme le projet qu'on va faire chez Christian? En fait, là, on peut faire converger tout un tas de défis qui sont au cœur je dirais, des problématiques de souveraineté qui ont émergé avec la guerre en Ukraine, qui ont émergé avec la crise énergétique. Elles sont là, elles sont au cœur et tout tourne autour de l'énergie. Si on veut faire du redéploiement économique, si je veux ouvrir demain un data center, d'abord il faut que je trouve un poste source et après il faut que je trouve un énergéticien qui va faire un contrat sur 20 ans avec un préfixe. Sinon je ne vais pas faire de data center. Donc en fait, si on rêve en France de tout ça, de recréer un modèle économique durable, tout part de la question énergétique et tout part de la compétitivité. Et bien évidemment, ça c'est au cœur des territoires, donc il y a des questions d'intégration paysagère, il y a des questions forcément de taille des projets, il y a des questions dans la Somme, une parcelle moyenne elle doit faire 20 hectares, dans les Pyrénées-Orientales elle doit faire 2 hectares et demi. Donc forcément on ne rêvera pas de faire des projets de 30 hectares dans les Pyrénées-Orientales, ni dans le Var, ni dans les Alpes-Maritimes. Donc l'agrivoltaïsme, c'est quoi? C'est adapter une production énergie compétitive aux spécificités agricoles de chaque département. Voilà, c'est ça la clé de voûte. Alors j'entends quand même que TSE pourrait investir dans les data centers, dans l'avenir, peut-être, non? Pas investir, mais trouver un certain nombre de tous ceux qui ont fait des annonces il y a 15 jours, quand notre président Macron a... Alors, il l'a pas... il y a un triptyque. Donc, Trump a dit drill, drill, drill. Moi, je dis dig, dig, dig. Lui, il a dit switch, switch, switch. Et il a dit switch, switch, switch. Eh ben, écoutez, je rêve qu'à un moment, tous les futurs développeurs qu'on promis d'investir 106 milliards, je crois, d'euros dans les 10 ans à venir sur les data centers, on en rencontre certains en face de nous et qu'on les connectera des projets agri-PV, la boucle sera bouclée, parce que s'ils nous achètent notre électricité, c'est qu'elle sera compétitive. Monsieur le député, vous vouliez rebondir? Oui, j'entends tout ce qui se dit, je partage beaucoup de choses. Je pense que l'enjeu de l'agrivoltaïsme va être de trouver un équilibre entre la viabilité économique des projets, puisqu'il y a des enjeux de coût de raccordement, de surface minimum ou autre, mais aussi des enjeux de partage de la valeur. Et les enjeux de partage, ils sont à différents niveaux. Aujourd'hui, c'est le partage de la valeur entre agriculteurs. Donc, effectivement, dans une PPL, on réfléchit, comme le disait Julien Dive tout à l'heure, à comment on va pouvoir partager la valeur entre le propriétaire, le fermier, l'industriel qui va investir pour des panneaux photovoltaïques. Il y a des propositions intéressantes, à mon avis, qui doivent être basées autour de quelque chose de fondamental qu'est le bail rural, et ne pas remettre en cause le bail rural, qui est quand même la clé de notre agriculture. Voilà, donc je pense qu'on a une proposition intéressante en ce sens-là, et comment aussi on rémunère le fermier qui est bénéficiaire de ce bail rural dans la contribution qu'il apporte et qui est nécessaire pour qu'on fasse de l'agrivoltaïsme. Ça, c'est important. Ensuite, c'est le partage aussi par rapport aux enjeux. Les objectifs, aujourd'hui, c'est 100 gigawatts d'énergie photovoltaïque en France. Et là-dessus, je crois que c'est 3 quarts en agrivoltaïsme à peu près, plus ou moins.
Et on aura besoin donc effectivement de partager au mieux ce potentiel avec le maximum d'agriculteurs. Si sur mon territoire, je ramènerai ça, par exemple, sur mon territoire, 1600 hectares. Si dans mon département du Gers, j'ai 10 projets à 160 hectares, j'ai 10 agriculteurs. Si par contre, j'optimise et je vais sur des surfaces à 10, 15 hectares, et bien effectivement, j'en fais profiter beaucoup plus d'agriculteurs. Donc, moi, notre enjeu, c'est aussi ce partage-là. C'est-à-dire comment on fait en sorte que ce soit un vrai effet levier pour l'ensemble de nos agriculteurs et pas des effets d'aubaine juste pour certains qui sont les plus gros propriétaires fonciers. Voilà. Et puis derrière, il y a un enjeu effectivement de spéculation. Faisons attention aussi, je crois qu'on l'évoque dans la loi, de ne pas faire de cette opportunité de l'agrivoltaïsme un outil de spéculation pour l'accaparation de cette terre et le fait que le foncier augmente aussi en valeur de manière déraisonnée par rapport au potentiel agricole que ça représente, mais parce qu'il y a aussi un potentiel agrivoltaïsme. Donc je pense qu'il y a beaucoup de vigilance, mais l'équilibre peut être trouvé et je pense très sincèrement que si dans notre PPL on a évoqué une surface maxi ou du moins une puissance maxi, il y a aussi une possibilité, c'est qu'on puisse demander à toutes les chambres de décliner les doctrines à l'échelle des départements et d'avoir des chartes qui puissent avoir une vraie valeur juridique sur lesquelles on pourra s'appuyer en termes, suivant les territoires, de surface maximum et donc de puissance maximum qu'on pourra installer en fonction du contexte pédoclimatique, du contexte de chacun des territoires et en accord aussi avec une viabilité économique qui est liée à l'infrastructure du réseau, les points de raccordement ou autres. Et c'est dans tout cet enjeu d'équilibre qu'on développera les projets et qu'on restera cohérent avec le développement agricole de nos territoires. Merci. Maxime, pour les jeunes agriculteurs. Évidemment, les sujets qui sont dans la proposition de loi qui va être débattue prochainement nous intéressent fortement. Sur la question du plafonnement de la surface, honnêtement, quand on a une vision optimisme de l'agrivoltaïsme, il n'y a pas de raison de plafonner. C'est que ceux qui sont les plus porteurs aujourd'hui de dire il faut limiter à tant d'hectares ou à tant de mégawatts, c'est ceux qui pensent que, en fin de compte, quand on fait de l'agrivoltaïsme, on fait du photovoltaïque au sol masqué. Moi, c'est pas ma vision, c'est pas la vision des jeunes agriculteurs et c'est pas la vision, je pense, du monde agricole, où on pense que l'agrivoltaïsme, c'est bien le maintien, voire le développement d'une production agricole en y ajoutant une production énergétique. Et c'est pour ça que je pense sincèrement qu'on ne peut pas traiter de la même manière tous les types d'agrivoltaïsme, on l'a déjà évoqué. De mon point de vue, notamment en culture pérenne, imposer un plafond de surface ou un plafond de la SAU de l'exploitation, c'est contre-productif parce que ça revient à maintenir deux systèmes d'exploitation totalement différents, avec du matériel différent, avec du matériel dispersion notamment différent, qui n'a pas beaucoup de sens. Et donc au moins pour les vergers, pour les vignobles, instaurer un plafond de surface, que ce soit en pourcentage, en surface brute ou en puissance installée, de mon point de vue n'a pas beaucoup de sens. Que ce plafonnement existe, au moins en pourcentage de la SAU, justement pour éviter les projets alibi dans les systèmes de pâturage, je pense que c'est un sujet qui doit être discuté. Qu'il y ait un pourcentage, une puissance maximum d'installés pour répartir la valeur ajoutée de l'énergie dans un territoire. C'est l'exemple que vous avez donné, 10 projets à 160 hectares, on a consommé toute l'enveloppe. Ça, je l'entends. Gardons du bon sens agricole et agronomique et n'imposons pas des plafonds dans tous les systèmes. En vignoble, pour le coup, imposer un plafond de 160 hectares, ça n'aura pas de sens. Imposer un plafond de pourcentage de SAU, ça revient à augmenter les charges de production et je ne pense pas que ce soit ce que souhaite le législateur aujourd'hui. Sur la question de la répartition de la valeur, nous honnêtement on est beaucoup plus concentrés sur la répartition de la valeur dans le territoire. Parce que ceux qui montent des projets aujourd'hui, ceux qui sont vos interlocuteurs, c'est des propriétaires exploitants. Et qu'on a l'expérience des DPB, et je pense que M. dit aussi, où on finit par facturer un droit à toucher des aides. Et que je pense qu'on peut se dire que l'exploitant doit toucher autant que le propriétaire. Au final, quand il y aura la transmission d'exploitation, le jeune qui va s'installer, il paiera à son cédant le droit à toucher sa part de revenu énergétique, au moins une partie. C'est ce qu'on fait sur les DPB. Donc la répartition de la valeur entre le propriétaire et l'exploitant, c'est pas notre combat. Il faut être vigilant, il y a des choses à porter, des idées intéressantes sur la table. Le vrai combat, c'est la répartition des valeurs dans le territoire, à la fois pour les collectivités territoriales, mais aussi pour le monde agricole. Honnêtement, dans mon département, dans tout le centre Val-de-Loire, la compensation collective agricole, ça fonctionne très bien. Et on a financé des très beaux projets agricoles qui ont vraiment répondu à l'objectif de la loi, à savoir recréer de la valeur ajoutée. Et donc, je pense que la question de la répartition de la valeur, il faut quelque chose de fixe, pas projet par projet, sinon à chaque projet on va opposer le collectivité d'un côté, le monde agricole de l'autre, et il faut que
le mode de fléchage, le mode de fonctionnement soit bon. On a un système qui marche aujourd'hui avec la compensation collective agricole et la CDPENAF. Ne cherchons pas à inventer un autre système. Dupliquons le système actuel à une participation annuelle obligatoire de la part des énergéticiens au développement des territoires, à la fois des collectivités territoriales du monde agricole. Arnaud Delesse pour les chambres. Oui, je voulais juste refaire un point. On voit qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des références, beaucoup sur ça. Donc je pense qu'il faut aussi attendre la mise en place de l'Observatoire national d'agrivoltaïsme par l'ADEME, notamment avec les partenaires, pour arriver à capitaliser, issus d'expérimentation dans notre région de BFC. Il y a besoin de capitaliser tout ce qui va se faire. Et on a tendance à avoir d'un côté une pression forte pour développer et un manque de références. L'ADEME devait être là d'ailleurs. Voilà, non mais je pense que ça sera important de capitaliser et d'encourager les projets qui seront les plus vertueux, même si on a déjà un peu une idée de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est quand même important d'avoir des bases scientifiques pour pouvoir travailler derrière. Olivier ? Oui, pour compléter, sur la partie surface, je pense que les choses sont assez claires. C'est lié au terrain, c'est lié à un certain nombre de choses. Il y a déjà les chartes, chambre nationale, chambre départementale, qui sont déjà dans beaucoup de départements et on voit bien que ça ne va pas se faire vers des projets mirobolants. Donc ça montre bien que la filière a compris qu'en termes de durabilité, ça c'est le premier point. Le deuxième point quand même, vous aviez dit que bail rural, mais le bail rural n'est pas dans la loi. Il y a le contrat tripartite, mais sans changement du bail rural. Il faut un contrat tripartite, mais avec un bail rural à clause environnementale. Il existe déjà à clause agrivoltaïque, pardon. Il existe déjà. Pourquoi ? Pour protéger le fermier, mais aussi pour protéger le développeur. Parce que dans le bail rural, tel qu'il existe aujourd'hui, le fermier est libre des productions qu'il fait et de la façon dont il les fait. Donc il pourrait y avoir une confrontation avec le développeur et finalement que le projet plante. Donc voilà, ça c'est un élément qui est important. Par contre, le partage de la valeur, deux choses quand même. Parce que dans la loi, il y a deux choses qui moi me choquent beaucoup. C'est le droit de préemption des collectivités sur les projets. Alors, soi-disant, c'est un projet agricole, mais je ne vois pas ce que viennent faire les collectivités. Et deuxièmement, le fait que l'argent du partage soit de plus en plus ciblé vers les collectivités. C'est des projets agricoles, et on a toujours dit, et ça a été dit là, que c'était du partage de la valeur vers des projets agricoles. Donc, idée que je défends, pourquoi ne pas justement le mettre sur du développement des projets territoriaux agricoles ? Toutes les collectivités ont un gros problème avec la loi Egalim et les 20 ou 30% d'intégration. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de structuration souvent, d'éplucherie, de tout ce qu'on veut. Pourquoi on ne mettrait pas l'argent ? Ça intéresse les collectivités, ça permet à des producteurs locaux de pouvoir avoir un débouché local. Et là, on est dans quelque chose, et même vis-à-vis du grand public, les enfants qui vont à l'école, ils sont nourris par les agriculteurs locaux qui sont finalement financés par le projet agrivoltaïque. On a un cercle vicieux qui est intéressant. Pourquoi vouloir opposer collectivité et agriculture ? Et dernier point quand même sur le partage de la valeur. Ça te va ? Bon, ça va Gérard. Non, dernier point quand même. Attention, je suis pour le partage de la valeur territoriale. Mais Mathieu l'a très bien dit, la réussite de la filière, ça sera une réussite économique. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on produise des électrons qui rentrent dans le marché pour être indépendants de Bercy demain et en contractualisation. Attention à ne pas surcharger la barque, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que quand vous faites du partage de la valeur, en plus de l'IFER, qui est déjà payé par les développeurs aux collectivités, les collectivités, elles ne reçoivent pas zéro. Elles disent qu'elles ne reçoivent rien sur les projets. Elles reçoivent un petit peu quand même. Les développeurs, ensuite, dans les appels d'offres ou dans leurs relations qu'ils ont à la creux avec les Bercy, ils rajoutent ce partage à la valeur dans le projet en disant on nous a demandé pour les territoires un certain nombre de choses, rajoutez-le le prix. Donc forcément Bercy dit attendez, on n'est pas là pour payer autre chose que l'énergie. Donc il faut du partage de valeur, mais attention à ne pas surcharger la barque pour éviter justement qu'on soit freiné au niveau politique, Bercy et autres, en disant ça coûte trop cher et que l'image de l'agrivoltaïsme, ça se dire c'est une énergie trop chère, que finalement il y a beaucoup de textes qui sortent dans les journaux en disant toi t'es trop cher en parlant d'énergie. Attention à ce principe-là, c'est vraiment important. Christian et Maxime après. Oui, je voulais revenir sur le partage de la valeur aussi et puis sur l'expérimentation après. Sur le partage de la valeur, c'est quand même curieux que certaines collectivités s'intéressent maintenant à l'agrivoltaïsme et à l'agriculture, alors que ça fait 20 ans qu'ils ne s'occupent pas d'agriculture. Donc là, je parle de certaines collectivités. Non mais chacun prendra pour son grade, mais en tout cas, moi j'ai toujours l'habitude de dire les choses. Mais il y a des collectivités locales qui ne s'occupent pas de leur agriculture, qui n'ont pas de budget agricole du tout. Je parle de CDC, il n'y a aucun euro de mis dans l'économie agricole. Donc, et maintenant qu'il y a une valeur à aller chercher, on va s'occuper, on va vouloir en récupérer. Donc on a besoin de discuter. Mais peut-être que ça va nous faire un levier favorable, mais en tout cas, il faut quand même remettre de temps en temps l'agriculture au milieu du village. Et là,
Je tenais à le dire parce que c'est une réalité. Et on n'a pas besoin d'avoir des projets agri-photovoltaïques pour vendre des circuits courts dans les collectivités. On peut le faire sans ça aussi. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Et après, sur l'expérimentation, par contre, on a besoin de prouver que ces projets-là, ils apportent vraiment les réponses aux 4 enjeux qu'on a sollicités. C'est garder une production minimum, se protéger des aléas, le bien-être animal, etc. Donc c'est pour ça que l'expérimentation doit se développer. Et dans chaque projet qui doit être installé, pour moi, au début, on doit imposer, nous c'est ce qu'on conseille à chaque porteur, imposer une zone témoin pour créer de la référence. Alors ça sera plus ou moins importante, mais le porteur de projet qui ne veut pas de zone témoin, c'est pas grave, hein. Il y en a d'autres. Mais on a absolument besoin de références pour répondre aux agriculteurs qui n'auront pas de projet, pour répondre aux collectivités qui se posent des questions, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est un projet alibi ou pas. Voilà, donc ça, on a besoin de créer plus de références, c'est absolument indispensable. Et de ce côté-là, avec les projets TSE sont quand même axés très expérimentation, ça nous permettra de répondre un peu plus vite. Maxime ? De manière très brève, la situation actuelle, c'est qu'une part de l'énergie, du revenu lié à la production énergétique doit être redistribuée en faveur de la biodiversité. C'est la situation actuelle de l'ensemble des projets d'énergie renouvelable sur un territoire, ce qui aboutit les développeurs à donner de l'argent à l'OFB. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire d'avancer, c'est qu'un projet agricole qui concilie une production agricole et une production énergétique, où en fin de compte l'occupation du sol agricole sert à financer l'OFB, dans le contexte que nous connaissons actuellement, il n'est pas entendable que ça perdure plus longtemps, et donc il faut faire évoluer la situation. Moi j'aime bien le vert clair d'Agri-Demain, j'aime bien le vert foncé de nos alliés et amis de la FNSEA, mais nous on est là avec le sourire et sans armes. Je ne pense pas que les installations énergétiques qui sont installées sur les terres agricoles doivent servir à financer la police de l'environnement. Elle est nécessaire, elle est faite au nom de l'intérêt général, elle ne doit pas être financée ni avec notre argent ni avec celui des énergéticiens. Bon, un certain nombre de choses ont été dites. Oui, on va conclure après. Tu concluras, Mathieu ? Oui, je voudrais témoigner parce qu'en fait, on a une personne qui devrait être à table et qui n'est pas présente. C'est un agriculteur donc, de région BFC qui a eu le premier projet, donc on peut le citer, c'est Sylvain Raison. Il n'est pas présent parce que pour une question de transport, il n'est pas là. C'est qu'en fait, c'est témoigné positivement par rapport à ce projet qui est sorti de terre depuis 3 ans. Je crois qu'on a déjà eu, je vais parler en son nom, hein, on a déjà eu 2 récoltes. On attaque la 3e, elle est plantée, on fait la 3e culture. C'est qu'en fait, on a eu une première année avec du soja. C'est un agriculteur qui est en agriculture de conservation, sous une canopée, comme ici, hein, 3,5 hectares, la première de chez TSE. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Quand on a des variations de température comme nous en Franche-Comté, on a eu de la neige encore ce matin, hein, mon épouse me disait qu'il neigeait à 500 mètres. Là, ils ont été protégés quand il y a du -3. On a, on va dire, je ne suis pas un super technicien, mais je crois qu'on a -1, -2 d'écart. Et ça, c'est super, ça. Derrière son soja, il a émis un blé. Quand on entend dire que finalement, il y a des fois des -40%, c'est faux, ça. Il n'y a pas -40%. Il y a des zones témoins, comme vous le dites. Il y a la zone où on cultive sous la canopée et la zone à côté qui est vraiment utile et qui est nécessaire pour vous parliez des tests. Et concrètement, il n'y a pas d'écart autant que ça. Il y a une autre canopée en BFC où c'est l'agriculture biologique. C'est plutôt polyculture. Il y a les moutons, il y a les céréales et tout. Et les agriculteurs, ils sont enchantés. Voilà. Très bien. Mathieu, en tant qu'organisateur de la table, je crois qu'il te revient de conclure. Moi, je retiens les mots d'équilibre, la diversité, décentralisation. Je crois que c'est un petit peu ça ce qui va jalonner les futurs débats. C'est ce qui a jalonné à la fois toute la construction de la loi APER, des décrets d'application. Je pense que le monde énergétique a su extrêmement bien collaborer à la fois avec le monde agricole et les pouvoirs publics. Et moi, je voudrais rappeler une chose, encore une fois, par rapport à ce défi historique, et que tout le monde en prenne bien conscience, c'est que on est encore dans une guerre entre alors c'est pas des propos pessimistes, hein, c'est des propos juste, je dirais, réalistes,
On est encore en pleine période de guerre entre la Russie et l'Ukraine. En France, entre 2023 et 2024, les importations de gaz naturel liquéfié, ça fait plus 81%. 3 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en plein contexte de guerre, on continue à importer 3 milliards d'euros de Russie. Ben, ces 3 milliards d'euros, on peut aujourd'hui les produire chez nous. Alors ça veut dire quoi? Je reviens sur la compétitivité du prix. Chez TSE, on vend 55% de l'énergie qu'on produit à des entreprises en direct. Donc c'est-à-dire il n'y a plus 1 centime de soutien public qui pourrait éventuellement peser sur le budget de l'État, compte tenu de l'état des finances publiques. Et donc si on vend notre énergie à des entreprises, ben, c'est la rencontre entre un client et un fournisseur sur un niveau de prix qui est compétitif. 55% de l'énergie qu'on produit chez TSE, elle est vendue aux entreprises. Donc le défi aujourd'hui majeur, et cette espèce de rendez-vous historique, on l'est là, on le touche du doigt. Le monde agricole, c'est un monde extrêmement pragmatique. Ça s'est vu encore une fois dans la co-construction, y compris avec les pouvoirs publics et la représentation du peuple. On a réussi à construire un cadre réglementaire sérieux, très bien construit. Je pense qu'il va empêcher les débordements. Maintenant, il faut y aller. Comme le disent les jeunes agriculteurs, il faut y aller. Il faut y croire. Il faut bâtir cette énergie décarbonée ultra compétitive. Et c'est comme ça qu'on va construire la compétitivité de la France pour les 10, 15 ou 20 prochaines années. Donc le défi, il est là. C'est historique, cette opportunité. Saisissons-la tous ensemble. Et je pense que jusqu'à présent, on l'a assez bien fait. Maintenant, il faut délivrer la performance économique, environnementale, un petit peu de partage de la valeur. Mais surtout, voilà, ces 3 milliards de gaz naturel liquéfié, il faut les remplacer et les abandonner définitivement. Merci à tous, merci beaucoup pour cette table. Il y a un hebdomadaire que je ne citerai pas, qui est assez large, vous voyez, qui se déploie assez difficilement, qui titrait « Le progrès a-t-il encore de l'avenir ?» Je crois que vous venez de démontrer que le progrès avait encore de l'avenir. Merci.